et bienvenue dans Just 10 Minutes, l'émission qui va vous résumer la Corée en 10 minutes. J'y recevrai des personnalités qui ont vécu de près ou de loin au pays du Matakam. Nous parlerons de leur travail, de leurs actualités, mais aussi de leur amour. Bref, de la Corée en règle générale. Je vais tout de suite accueillir notre invité du jour. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans Just 10 Minutes. Je ne sais pas si tu connais le principe de l'émission. Oui, en gros dans les grandes lignes. D'accord. Alors je vais te poser des questions pendant 10 minutes. On va avoir un chronomètre qui va s'afficher. Et à la fin, en fait ce sera la fin de l'émission, quand ce sera à 0, bien évidemment. Pour te rassurer, comme je parle beaucoup, quand je pose des questions, le chronomètre va s'arrêter. T'es prête? Je suis prête. D'accord. Bon, on est parti. Déjà, première question que je pose à tous les invités. Comment t'es arrivé à t'intéresser à la Corée? Quel est le parcours qui a fait qu'à un moment ou à un autre, tu t'es dit « Tiens, la Corée, c'est vraiment ce qui m'intéresse ». Alors, je sais qu'il y a quand même pas mal de profils atypiques, mais le mien est aussi assez atypique, dans le sens où moi, je m'y suis intéressée assez tard. Donc moi, il faut savoir que j'ai fait Sciences Po, et c'est dans les 2 premières années à Sciences Po où je me suis passionnée pour tout ce qui est droits de l'homme, principalement. Et donc, je ne sais pas pourquoi, au début, c'était vraiment la Chine, avec tout ce qui est la censure, les privations de liberté, etc. Et de fil en aiguille, j'en suis amenée à lire sur la Corée du Nord, parce qu'il y a beaucoup de liens entre les 2 pays. Et je me suis passionnée pour ce pays. En fait, pendant 2 ans, j'ai lu tout ce qui existait, tous les livres qui avaient été écrits en anglais, en français. Et je me suis construit vraiment un projet de travailler en lien avec ça. Donc la Corée du Nord, que ce soit au niveau géopolitique, au niveau de la protection des droits de l'homme, etc. Et en 3e année à Sciences Po, on doit, entre guillemets, partir 1 an à l'étranger. Et le but, c'est de faire un peu des stages qui vont être en rapport avec notre projet futur. Et donc, ça m'a amenée à Séoul un peu naturellement parce que, voulant travailler dans ce milieu-là, c'est très compliqué d'aller en Corée du Nord. Et donc, l'endroit le plus proche, c'était Séoul. Et il y avait beaucoup d'organisations, évidemment, sur ces thèmes-là. Et donc, j'ai fait 2 stages, un dans une agence de presse qui s'appelle Yonhap, qui est l'équivalent de l'AFP en fait en Corée, et l'autre dans une ONG qui aidait en fait les réfugiés nord-coréens nouvellement arrivés à Séoul à s'adapter à la vie à Séoul et donc on leur donnait par exemple des cours d'anglais pour qu'ils puissent avoir plus de facilité à intégrer le marché du travail où l'anglais est important en Corée. Donc voilà, des petites choses comme ça qui m'ont mis le premier pied en fait dans le milieu de la Corée. Donc j'ai adoré le pays, j'ai adoré la langue. Et du coup, voilà, ça a été le début de mon histoire qui continue avec le pays. Et c'est vrai que c'est assez atypique parce que généralement, quand je reçois des invités, ils me parlent beaucoup à la fois de la K-pop ou de l'histoire, mais de la Corée du Sud. Toi, c'est vraiment par la Corée du Nord, quoi. Voilà, et c'est quelque chose qui te passionne toujours, ou tu t'intéresses toujours? Toujours. Après, bon, je me suis un petit peu éloignée maintenant, mais ça reste le sujet qui me passionne. Et si dans le futur, un de mes objectifs, c'est de revenir dans ce milieu-là, peut-être de travailler dans une organisation internationale autour des thèmes de la Corée du Nord. C'est vraiment ce qui me passionne. Pour moi, c'est un pays qui est tellement unique, pas seulement la Corée du Nord, mais la Corée du Nord et la Corée du Sud, leur histoire, leur division, la guerre. Jamais il y a eu une telle situation. Je trouve ça passionnant avec une division aussi longue qui engendre des problématiques qui n'existent jamais, qui n'ont jamais existé ailleurs. Voilà, pour moi, c'est passionnant. C'est vrai que c'est passionnant et je pense qu'on pourrait parler 10 minutes de ça. Oui. Après là, l'idée c'est un peu de changer de sujet, mais justement tu disais que tu as travaillé en Corée, tu as vécu là-bas, je sais que tu as un bon niveau de coréen. C'est une question que je pense beaucoup de spectateurs peuvent se poser, c'est comment déjà on arrive à ce niveau-là, comment tu as appris le coréen et surtout à l'heure actuelle, comment tu fais pour maintenir ton niveau parce qu'on est en France actuellement et du coup c'est pas forcément évident de maintenir un niveau de coréen alors qu'en fait on est à l'autre bout du monde par rapport à ça, quoi. Alors moi, il faut savoir que j'ai vécu plus de 4 ans en Corée quand même, et que je suis rentrée il y a moins d'1 an. Donc c'est quand même récent. Donc voilà, moi je l'ai appris au début quand je suis partie en Corée. Je suis partie sans rien savoir, ni du pays ni de la langue. Et j'ai adoré découvrir la langue sur le terrain et j'ai trouvé la langue magnifique. Et j'ai fait vraiment un effort conscient en arrivant sur place pour apprendre la langue. Et je ne voulais pas avoir que des amis français ou anglophones. Et j'ai appris vraiment sur le tas, avec le côté ludique, en rencontrant des gens, en m'amusant autour d'une bière. Voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai appris. Et au bout d'1 an, j'avais un niveau qui n'était pas complètement courant, mais je pouvais passer des journées à parler que coréen sans trop de problèmes. Après,
Je suis rentrée en France pour finir mes études, mais j'étais restée sur cette frustration de ne pas être complètement fluent, de parler complètement coréen, parce que je suis un peu perfectionniste comme ça. Et j'avais envie d'aller plus loin au niveau linguistique, donc je suis retournée en Corée pour intégrer ce qu'on appelle des Ohakdang, qui sont des instituts de langue coréenne. Et donc voilà, on passe un test de niveau et après on est réparti dans les niveaux. Et donc moi, voilà, je suis arrivée directement au niveau 4 et j'ai fait les niveaux 4, 5, 6. Donc j'ai un diplôme de langue coréenne. Donc c'est ça qui a fini en fait de m'apprendre le coréen. Et voilà, après j'ai travaillé dans une entreprise coréenne pendant 2 ans. Donc forcément, je l'utilisais tout le temps. Et encore aujourd'hui, on en parlera peut-être plus tard, mais je travaille à l'ambassade de Corée à Paris, et donc dans un milieu qui est presque 100% coréen. Donc c'est une langue que j'utilise au quotidien aujourd'hui. Voilà. D'accord, oui, c'est vrai qu'on en reparlera un petit peu plus tard, c'est assez intéressant d'ailleurs ce parcours-là. Et tu parles justement du travail à juste titre que tu as pu faire en Corée, soit dans une ONG ou effectivement ailleurs également. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience de travail? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont intéressés pour partir travailler là-bas. Qu'est-ce qui est à la fois difficile, mais qu'est-ce qui peut être simple aussi? Quelles sont vraiment les différences comparativement à un milieu de travail en France? Alors, j'ai peu travaillé en France, donc j'ai quand même, bon, je suis française, donc je peux quand même comparer. C'est très très différent. Il y a ce problème ce thème de la hiérarchie qui revient souvent quand on fait cette comparaison, où voilà, la hiérarchie est importante, mais c'est pas que la hiérarchie qui est importante, c'est aussi les titres. C'est-à-dire que quand 2 Coréens s'adressent l'un à l'autre, il y a toujours, dans un milieu professionnel, on dit le nom et le titre professionnel, donc c'est très important. Et donc c'est quelque chose qu'il faut savoir, il faut s'entraîner pour ne pas faire d'erreurs, parce que même si on est étranger, quand on fait des erreurs, ça peut blesser la personne, ou la personne peut se sentir un peu pas respectée. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très important, qui peut être un peu lourd à porter pour les étrangers. Donc c'est mon cas aujourd'hui, parce que non seulement, encore plus dans un milieu diplomatique, c'est extrêmement important de montrer le respect et donc de systématiquement choisir le bon titre et de ne pas l'oublier, et d'utiliser un niveau de langue élevé. Donc ça, dans un milieu coréen, ce n'est pas forcément évident. Après, au niveau interpersonnel, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que dans une entreprise française, quand on arrive, même si les Français peuvent être un petit peu froids au premier abord, quand on creuse un peu les relations, qu'on travaille longtemps avec des gens, il se crée vraiment des relations proches, on peut devenir amis, on va manger ensemble, il y a une bonne ambiance, on se retrouve, voilà. Alors que dans un milieu coréen, ça se fait moins, c'est moins bien vu d'être très proche de ses collègues, et donc il y a cette froideur qui peut être difficile à vivre pour des Français et beaucoup d'étrangers quand ils travaillent en Corée, dont j'ai fait l'expérience évidemment, où voilà, je pouvais être proche de mes collègues, mais ils gardent une espèce de distance qui peut être assez difficile à comprendre parfois, et donc on peut se sentir mal dans un milieu coréen alors que ce n'est pas forcément leur intention, c'est juste voilà, une façon de fonctionner qui est différente. Ok. Et c'est vrai que moi, quand je me suis intéressé à ce que tu avais fait, déjà le côté attrait d'abord pour la Corée du Nord, je trouvais ça assez atypique, mais tu as une expérience assez atypique aussi, c'est que tu as travaillé dans une entreprise de clonage en Corée. Comment on arrive dans une entreprise de clonage en Corée et qu'est-ce que tu as fait là-bas en fait concrètement? Alors c'est clonage, mais c'est clonage animalier. Donc il faut savoir que dans le monde entier, le clonage humain est interdit, donc c'est exclusivement animalier, c'est important de le préciser. Alors c'était un hasard complet. Voilà, moi je voulais travailler en Corée et je mettais en avant mes langues, donc je parle très bien anglais et coréen, et du coup voilà, j'étais embauchée pour cette entreprise pour m'occuper de toutes leurs relations internationales en fait, c'est une fondation de recherche qui fait principalement du clonage animalier au niveau commercial. Donc voilà, ils travaillent avec des gouvernements, donc au niveau tout ce qui est chiens militaires, chiens de police, etc. Et il y a un aspect plus commercial où on travaille avec des particuliers, des gens qui veulent cloner principalement leurs chiens. Voilà, après, il y a des chevaux de course, il y a des chameaux de course avec le Moyen-Orient. Voilà. Donc moi, j'étais en partie sur les chameaux et beaucoup sur les chiens. Donc voilà, c'était mes 2 domaines. Donc c'est rien à voir avec mon parcours, mais voilà, je me suis éclatée sur plein de domaines dans cette entreprise-là. Je me suis éclatée parce que c'est tellement atypique, on rencontre des gens importants. Enfin, voilà, c'était super.
Voilà, c'était un peu une parenthèse dans mon parcours, on va dire. Je m'en suis éloignée maintenant. Voilà. D'accord. Et justement, c'est assez intéressant parce que tu parles à la fois de la problématique, enfin de la thématique recherche d'un côté dans cette entreprise, mais aussi la thématique un peu plus business. Donc j'ai l'impression qu'il y a déontologiquement parlant, il y a une grosse différence en France parce qu'en France, je ne pense pas, alors après je n'ai pas recherché énormément de choses dans le domaine, mais qu'il y ait une entreprise qui te permette de cloner ton chien ou ton cheval. Quelles sont les différences justement en termes de déontologie entre la France et la Corée, point de vue clonage de ce point de vue-là, quoi? Alors on pourra en parler des heures parce que c'est vraiment un domaine qui est super intéressant. Mais effectivement, dans toute l'Union européenne, tout ce qui est clonage animalier, c'est interdit. Et c'est voilà, ce problème déontologique, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de quitter cette entreprise. Parce qu'au début, voilà, c'est un peu nouveau, on découvre et on ne voit pas trop tout ce qui est problème déontologique, d'éthique, etc. Et ensuite, j'ai commencé vraiment à les voir. Ils ont commencé à prendre beaucoup de place pour moi parce que je représentais l'entreprise auprès des médias. Et donc, je devais présenter un peu une image un peu lisse et parfaite des méthodes de cette entreprise. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que la réalité était très différente. Et ça me dérangeait trop au niveau de ma conscience. Et donc oui, c'est interdit pour beaucoup de raisons dans l'Union européenne, et notamment, ce n'est pas l'acte de clonage qui est interdit, mais c'est tout ce que ça comporte, c'est-à-dire il faut des mères porteuses. Donc c'est des animaux qui vivent toute leur vie comme des animaux de laboratoire. Voilà, il y en a qui ont, au niveau du traitement, ça pose beaucoup de problèmes, c'est beaucoup d'interventions chirurgicales. Voilà. Donc c'est pour ces raisons-là surtout que c'est interdit, ce que je trouve bien. Hein. Okay. En Corée, ce n'est pas le cas, ce n'est pas interdit. En fait, un des problèmes principaux, c'est que les chiens ne font pas partie de la catégorie des animaux domestiques en Corée. Et donc, du coup, on en fait un peu ce qu'on veut. Il n'y a vraiment rien qui les protège. Et donc, ça, c'est vraiment dommage. Voilà, donc moi, ça me dérangeait beaucoup, en tout cas. Ok, je comprends. Et du coup, donc, tu le disais aussi tout à l'heure, tu travailles à l'heure actuelle à l'ambassade de Corée. C'est un peu surprenant, effectivement, de voir une Française bosser dans une ambassade aussi proche que ça. En plus, tu rédiges des discours de l'ambassadeur. Entre autres, j'imagine, mais qu'est-ce qui t'amène à justement en fait, te retrouver à travailler à l'ambassade de Corée en France et comment tu vis un peu cette expérience-là? Parce que c'est un peu comme si tu étais quelque part en Corée tout en étant en France. Ça doit être assez particulier aussi de ce point de vue-là, non? Oui, c'est particulier. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que du coup, en ayant vécu en Corée longtemps, j'arrive ici, il n'y a pas trop de transition, je reste dans un milieu coréen et tout en étant en France, donc j'ai un peu les meilleurs aspects des deux mondes. Enfin, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Alors moi, c'est un milieu dans lequel j'ai toujours voulu travailler. J'ai fait Sciences Po. Déjà au lycée, je savais que je disais que je voulais travailler en ambassade. J'avais pas trop une idée de comment ça se passait, mais c'était mon projet. Et donc, quand je me suis rendu compte que dans cette entreprise, il y avait des choses qui me dérangeaient, etc. en Corée, j'ai commencé à construire le projet de rentrer en France. Et par hasard, j'ai vu cette annonce qui cherchait quelqu'un en remplacement. Et donc, au début, j'ai tout de suite postulé et ils m'ont tout de suite prise parce que j'avais une expérience en Corée. Je parlais coréen. Ils avaient besoin de quelqu'un qui parlait couramment français, anglais, coréen. Donc voilà, j'avais un peu le profil idéal pour cette ambassade. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Puis maintenant, je suis en poste permanent. Mais voilà, c'est venu comme ça. Après, je fais beaucoup de choses, mais qui sont vraiment dans mes cordes avec ma formation. Donc il n'y a rien qui est bizarre dans ce qu'on me fait faire aujourd'hui. Ça me plaît beaucoup. Et c'est un monde de la diplomatie qui certaines personnes n'aiment pas. Moi, ça me correspond bien. C'est beaucoup de rencontres, voilà, les thèmes m'intéressent tous. Et moi, avec mon poste, j'assiste du coup l'ambassadeur directement. Je touche un peu à tout et c'est ça que je trouve passionnant dans mon poste actuel à l'ambassade. Ouais, effectivement, ça doit être passionnant et je pense qu'on pourra en discuter encore quelques heures à la fois du côté clonage et du côté effectivement géopolitique. Je vois qu'on est arrivé effectivement à la fin de l'émission. Comme d'habitude, une question que j'aime bien poser parce que je pense que ça peut intéresser pas mal nos spectateurs. Je ne sais pas si tu as des recommandations pour les personnes qui veulent vivre en Corée, qui veulent travailler là-bas. Un conseil à leur donner, n'hésite pas en tout cas de ce point de vue-là. Alors il y en a énormément, mais si je devais choisir, ça serait peut-être plus au niveau personnel, parce que j'ai parlé plus de tout ce qui est professionnel, etc. Mais au niveau personnel, je pense qu'il y a beaucoup de Français, Françaises, étrangers qui se rendent en Corée avec un peu une image parfaite de la Corée et des Coréens par l'image que le gouvernement veut donner à l'étranger par leurs différents médias. Et je vois en fait beaucoup de conséquences négatives sur ces jeunes filles, surtout qui font beaucoup trop confiance et qui pensent que tous les Coréens auront des bonnes intentions
Et c'est vraiment pas le cas. Et donc, il y a beaucoup de choses négatives qui se passent de ce côté-là. Donc voilà, faites attention, mais en même temps, je veux pas que les gens disent que c'est trop dangereux et que il faut y aller avec l'esprit ouvert. Moi, j'ai adoré tout découvrir. Il y a une phrase que je me rappelle souvent qui est seek discomfort, et c'est dans l'inconfort qu'en fait qu'on se découvre, qu'on grandit. Et ça, je l'ai découvert en Corée et je regrette rien. Donc voilà, allez-y avec l'esprit ouvert, mais voilà, sans idéaliser ni le pays ni ses habitants. D'accord. Bah écoute, merci Claire pour tes réponses, c'était De rien. super intéressant. Et à bientôt aux spectateurs, merci de nous avoir regardés. Et je vous dis effectivement à bientôt dans Just 10 minutes. Au revoir.